Venons-en maintenant à notre débat autour de Paul Kagame. Il est le président du Rwanda depuis le 24 mars 2000, d'abord élu par le Parlement, puis en 2003 via le suffrage universel. Et 7 ans plus tard, puisque c'est un septennat, il l'a encore emporté en août 2010. Faites le calcul, il est donc en campagne en ce moment. Et il est encore, vous le voyez, très populaire évidemment. Ce personnage central va tenter de se faire à nouveau élire. Il ne devrait pas avoir de grosses difficultés. En tout cas, l'élection présidentielle est prévue ce vendredi. Et grâce à une sorte de tour de passe-passe constitutionnel, Monsieur Kagame peut encore se présenter. Et il y va, vous allez voir, pour gagner. Écoutez. Le 4 août, les Rwandais doivent se prononcer. Ils doivent dire que nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de faire progresser notre pays dans les 7 années à venir. Bonsoir Florent Gel, vous représentez la Fédération internationale des droits de l'homme. Bonsoir Pierre Boisselet, vous êtes journaliste et vous travaillez à Jeune Afrique. Paul Kagame, c'est un homme complexe, c'est un personnage clivant, mais aussi, on l'a vu, c'est un personnage qui dure dans le temps. Qui veut répondre ? Oui, et il dure, je vous reprends un tout petit peu dans votre présentation, puisqu'il dure depuis 1994. Donc aujourd'hui, 23 ans au pouvoir. La modification constitutionnelle de 2015 lui permet de se représenter pour non seulement ce terme, mais également les 2 autres suivants. Donc selon les calculs, il pourrait être au pouvoir au moins jusqu'en 2034, ce qui ferait plus de 40 ans de pouvoir à la tête du Rwanda. Et quand bien même il est populaire, c'est quelque chose qui pose probablement un problème, en tout cas ça le pose dans le reste de l'Afrique centrale, que d'avoir des indéboulonnables à la tête des États d'Afrique centrale et de ne pas avoir une alternance politique. 1994, vous l'avez dit, Florent Gel, il est un personnage central depuis cette époque, comme je l'avais dit. Il est né politiquement finalement du fait de ce génocide. Oui, on peut le dire. De toute façon, c'est la première fois où il a vraiment remis les pieds au Rwanda. C'était juste après le génocide, parce que lui a grandi en exil en fait en Ouganda, et effectivement, il tire une grande partie de sa légitimité de ce fait-là, d'avoir gagné la guerre et mis fin au génocide des Tutsis. Salvateur pour les uns, dangereux pour les autres. On l'a dit, on pense forcément à cet attentat d'avril 94 contre le président Juvenal Habyarimana. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un Paul Kagame de l'intérieur et un autre finalement vu par la communauté internationale, ou est-ce que c'est simpliste de le voir comme ça ? Non, je crois qu'il y a un Paul Kagame qui a reconstruit son pays sur les cendres et les meurtrissures du génocide. Et ça, c'est assez clairement une réussite également économique. Par contre, il y a l'envers du décor. Il y a également l'envers de la pièce. Et cet envers de la pièce, c'est un développement économique qui s'est également construit sur l'exploitation illégale des ressources de la RDC. Ce sont des faits, ce sont une réalité. Et il y a un pouvoir qui est dur, qui est fort, qui est autoritaire, voire dictatorial, qui ne laisse s'exprimer aucune voix dissidente, même les plus timorés et même les plus responsables. Bref, quand on est contre Paul Kagame, quand on est contre le FPR et quand on est contre le régime, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on peut pas le dire. Et même les organisations de défense des droits de l'homme indépendantes, c'est le cas de notre organisation membre, la Liprodor, au Rwanda, elle a été reprise 2 fois par le pouvoir en place depuis 10 ans. Et ça manque aujourd'hui de liberté de la presse, de liberté d'association et de liberté tout court. Il faut que les gens puissent s'exprimer pour que ce développement économique soit durable. On va y revenir effectivement. Le FPR, quelque chose à rajouter, Pierre Boisselet ? Sur le FPR, c'est vraiment une très grosse machine en fait. Il faut bien avoir conscience que ce parti, donc qui est crédité, comme je disais tout à l'heure, d'avoir mis fin à la guerre et au génocide, a probablement des millions de membres. Il quadrille le territoire de manière très bien, et en plus c'est un acteur économique clé. C'est même le premier acteur privé du pays. Donc il a des ressources considérables qu'il a le droit d'ailleurs de mettre à disposition pendant les campagnes. Donc vraiment, il domine la scène politique rwandaise. C'est un stratège politique, alors, Paul Kagame.
Ah aussi, ça certainement. Je pense que là-dessus... On en parlait hier dans le journal. L'éducation des jeunes Rwandais à l'école a beaucoup changé. On enseigne évidemment les atrocités du génocide, mais le concept ethnique Tutsi est en train finalement de disparaître. C'est le pari d'une prochaine génération rwandaise et uniquement rwandaise. C'est le pari. Clairement, c'est le pari de ce gouvernement. Après, est-ce qu'ils vont réussir? Évidemment, c'est difficile de le savoir. Ce qui est certain, c'est que même si cette distinction-là, publiquement, aujourd'hui, n'existe plus... Est-ce qu'il y a encore des traces? Bien sûr, parce que vous avez des enfants dont les parents peuvent être, par exemple, emprisonnés pour avoir commis le génocide, donc ils se doutent bien de ce qu'ils ont pu faire à l'époque. Il y en a d'autres qui ont perdu une partie de leur famille, qui voient les membres de cette famille, par exemple, témoigner pendant les commémorations. Donc il y a quand même des moments où les jeunes Rwandais arrivent à reconstituer les pièces du puzzle. Oui, il est certain que reconstruire sur une telle blessure, une telle meurtrissure est extrêmement compliqué. Donc on espère évidemment que de telles mesures pourront permettre de dépasser ces questions. Pour autant, on peut voir aussi les choses sous un autre angle, c'est-à-dire que la société rwandaise est une société quand même très structurée, très hiérarchisée, et très automatisée. C'est également cette structure de la société qui a en partie mené au génocide des Tutsis au Rwanda. Peut-être que le développement d'un esprit critique, d'une liberté d'opinion, d'une liberté de la presse permettrait également de ne pas retomber dans les erreurs du passé, plutôt qu'une marche forcée à la réconciliation dont on sait que ça ne fonctionne pas tellement. Pour autant, difficile, encore moins depuis la France que d'un autre pays, que de donner des leçons à un pays qui a vécu de telles souffrances et un tel traumatisme. Mais je pense que le Rwanda doit pouvoir aussi s'ouvrir sur ses citoyens, sur le monde, sur l'Afrique, et participer justement au nom de son histoire à une ouverture pour probablement plus jamais ça, mais peut-être plus ouvert sur le monde que refermé, comme on le voit un peu aujourd'hui. Et l'ouverture aussi, elle est politique. On va y revenir. Politiquement, que pèse l'opposition? Eh bien, on l'a plus ou moins évoqué. Pas grand-chose. Regardez ce meeting de Franck Habinessa. C'est un ancien lieutenant de Paul Kagame. Ce n'est pas l'ambiance survoltée du meeting du président sortant. Ce que dénonce d'ailleurs l'opposition. Elle accuse le pouvoir d'avoir saboté sa campagne. Écoutez justement Franck Habinessa. On a très mal commencé notre campagne parce que les autorités locales empêchaient les gens de venir à nos meetings. J'ai beaucoup plus d'espoir qu'auparavant parce que pendant la première semaine de campagne, ils ont suspendu notre campagne. Mais aujourd'hui, je reprends espoir parce que les gens, partout où nous passons au Rwanda, les gens nous demandent du changement, ils aiment nos idées et partout où nous passons, les gens promettent qu'ils vont voter pour nous. Alors, Pierre Boisselet, les moyens de campagne semblent très déséquilibrés. L'opposition n'a aucune chance finalement ce vendredi. Oui, clairement, je vois pas une percée du Parti des Verts. Comme je disais tout à l'heure, le FPR, c'est une force considérable. Alors lui, son parti a eu beaucoup de difficultés, mais il a fini par être enregistré. C'est la première fois qu'un parti d'opposition est officiellement reconnu au Rwanda, et je crois même que, enfin j'en suis même sûr, c'est la première fois qu'un parti d'opposition est autorisé à battre campagne dans une présidentielle au Rwanda. Alors je répète, il a aucune chance, mais c'est une première malgré tout. Quel peut être l'après-Kagame? Est-ce qu'on peut déjà se projeter sur l'après-Kagame? Est-ce que au sein même du FPR, il peut y avoir des gens qui émergent? Ou c'est totalement verrouillé? Ça semble quand même très compliqué. Très rapidement. Premièrement parce que Paul Kagame est à la tête de l'État et entend bien le rester, probablement, qu'il a les moyens d'y durer à la tête de l'État, et qu'il y a quand même eu des purges successives. On a vu des assassinats en Afrique du Sud. En gros, toute dissidence interne est sanctionnée politiquement ou carrément physiquement, c'est-à-dire que les opposants sont sanctionnés. Donc très difficile aujourd'hui de voir émerger quelqu'un qui pourrait remplacer Paul Kagame à une horizon de 10 ans minimum. D'accord, tout est verrouillé. C'est difficile d'en être absolument certain, si je peux me permettre, parce que je suis pas dans son cerveau. Et puis le FPR, c'est aussi un parti qui a un fonctionnement très particulier, très clos. Ce qui s'y passe très précisément à l'intérieur, c'est très difficile de savoir.
Alors effectivement, pour l'instant, force est de constater on ne voit pas d'autres leaders émerger. Florent Gel de la Fédération internationale des droits de l'homme et Pierre Boisselet, notre confrère de Jeune Afrique, étaient nos invités. Merci à vous. On le rappelle, près de 7 millions de citoyens rwandais sont appelés aux urnes pour la présidentielle. Paul Kagame, on l'a dit, est l'ultra favori.